Nicolas Bavrez et le député insoumis Alexis Corbière. Bonjour messieurs, merci d'être là ce matin. Commençons, tenez, par une petite phrase très lourde de sens. En déplacement dans l'Aisne pour honorer le général de Gaulle, Emmanuel Macron a fait l'aveu devant un élu de la région que sur le front de l'emploi, on allait souffrir. Oui, un département qui a besoin d'être accompagné. Le maire me disait, si j'ai une chose à demander, c'est l'emploi. Oui, c'est un vrai combat pour nous. Et je pense que la période, on va souffrir. Hein. Oui. Mais elle nous permettra de revisiter peut-être. Je sais. Ouais. On va souffrir, on se prépare, Nicolas Bavrez, à comment dire, pas une épidémie, mais à une vague de licenciements, de faillites, forcément. Mais je crois qu'il faut vraiment prendre la mesure de cette crise, c'est-à-dire que pendant cette période de confinement, la priorité, c'était le côté sanitaire. L'État est intervenu, on a garanti la très grande majorité des rémunérations, on a essayé de secourir les entreprises, mais maintenant, on va, avec le déconfinement, voir et prendre la vraie mesure de cette crise. Et je pense qu'on va découvrir que ce choc est en fait un choc vraiment historique. C'est pire que 2001, c'est bien pire que 2008. Et donc, on va réaliser, sauf pour quelques rares pays, par exemple l'Allemagne qui a pu mettre en place un plan géant de 1200 milliards d'euros, l'Allemagne aura retrouvé son niveau de richesse et restera en plein emploi. Le niveau de richesse, ça sera fin 2021 en Allemagne. Je pense qu'aujourd'hui, pour la France, il faut quand même imaginer ce que c'est qu'une baisse du PIB qui va en fait atteindre 11 à 12%. Donc, on va avoir un énorme choc. Et pour la France, tel que c'est parti, pour retrouver notre niveau de richesse de 2019, dans la meilleure des hypothèses, pour l'instant, c'est plutôt 2023 et 2025 si on rate la reprise. Donc, ça veut dire un impact aussi énorme, évidemment, en termes d'emploi, de chômage, en termes de revenus, avec une baisse durable du niveau de vie, et évidemment en termes de pauvreté. Donc c'est devant ça qu'on est, et c'est pour ça qu'on est un peu comme en 1945. Et je crois qu'il va falloir très vite le réaliser et prendre les mesures qui vont avec et essayer de se mettre d'accord pour reconstruire le pays. Alexis Corbière, on va souffrir, prendre les mesures de Nicolas Bavrez. L'État a réagi dans l'urgence sanitaire, a accordé des prêts, a soutenu 12 millions de salariés avec le chômage partiel. Donc un maximum de choses finalement ont été faites par l'État. C'est comme ça que vous le voyez aujourd'hui ? Bon, un maximum de choses, on pouvait faire mieux, hein. Mais il y a des choses qui ont été faites, c'est indiscutable, qui ont rompu complètement d'ailleurs avec les choix économiques qui étaient faits depuis 3 ans. Ce gouvernement s'est aperçu qu'il était absurde d'avoir à tel point affaibli le service public et notamment l'hôpital. Je rappelle que les hospitaliers étaient mobilisés depuis 1 an avant même le Covid, que c'était un sujet qui était sur la table, que ce gouvernement depuis 3 ans faisait chaque fois 3 milliards d'euros d'économies sur le budget de l'hôpital. Ça fait 12 milliards. Je parle seulement de ce que faisait M. Macron, que nous étions régulièrement moqués quand à l'Assemblée nationale, nous posions le problème, ringard, et c'est ça la réalité. Et donc déjà, quelque part, il y a quelque chose qui a eu lieu, c'est que ce gouvernement s'est aperçu qu'un tel affaiblissement de l'État face à cette crise inattendue, mais on peut aussi discuter du fait qu'elle est symptomatique d'une certaine période, il fallait rompre avec tous les dogmes macroniens. Bon, alors là-dedans, comme en plus on est la France, on est un pays dans lequel il y a une exigence sociale assez élevée, et je m'en félicite, il y a des mesures de chômage partiel qui ont été prises, etc., etc. Mais il faut ne pas revenir en arrière, on ne va pas quand même dire, bah si maintenant il faut réenclencher le plan des économies, parce que finalement le service public on peut s'en passer, et refaire vivre douloureusement au pays et aux hospitaliers des choses qui viennent d'être vécues. Alors, Nicolas Bavrez, je respecte, bon, c'est idéologiquement, on va dire, je vais dire le mot adversaire, mais avec tout le respect du mot. C'est pour ça que vous êtes voilà, tout à fait. face à non, mais face. je respecte Nicolas Bavrez, qui est un intellectuel libéral, mais s'il dit qu'on est comme en 1945, qu'il faut reconstruire le pays, je dis chiche. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que c'est ? Conseil national de la résistance, sécurité sociale, service public, on reconstruit l'État. C'est pas du tout une politique libérale qui est menée à ce moment-là. Si c'est ça l'idée, de dire maintenant on va... Pourquoi pas même réquisitionner certains secteurs de l'économie. On s'est aperçu d'une absurdité, c'est que la France, quand même, on a un potentiel, on pouvait même plus fabriquer vraiment des masques, on était totalement affaiblis. On a pris cet exemple, nous les insoumis, on l'a répété plusieurs fois, en Bretagne, il y avait une entreprise qui existait jusqu'en 2018, qui avait été rachetée par un investisseur américain, qui a totalement liquidé l'entreprise, et il suffisait de réquisitionner pour pouvoir faire repartir ça. Bon,
on voit bien, même des pays comme le Maroc, qui n'est vraiment pas mon modèle, est en capacité de fabriquer des masques. Alors, je sais bien que le taux de rémunération des salariés marocains n'est pas mon modèle, mais et nous, la France, grande puissance. Donc, il faut relocaliser l'économie, évidemment, arrêter cette folie libérale, je termine, qui consiste à dire l'atelier du monde, c'est la Chine, c'est l'Inde, nous, on n'est que dans le secteur tertiaire. Non, il faut aussi relocaliser, avoir une activité industrielle, avoir des services publics et surtout, pardon, je termine, une meilleure répartition des richesses. C'est le fond du débat. Parce que relancer l'économie, d'accord, mais quel modèle, etc. C'est ça, Nicolas Pavras, on a quand même eu l'impression ces dernières semaines qu'à vouloir faire trop d'économies sur le système de santé depuis les 20 dernières années, à vouloir faire ces coupes budgétaires, finalement, on n'a pas de masques, on n'a pas assez de lits de réanimation. Et donc, on a été obligé d'être confiné et c'est ce qui a ruiné le pays. Donc, à vouloir faire trop de coupes budgétaires, finalement, on arrive à un pays qui est ruiné. Mais si vous voulez, ce n'est pas tellement les coupes budgétaires. Regardons les choses froidement. Qu'il y ait une faillite de l'État sur la santé, c'est avéré, vous l'avez dit. On est quand même dans un pays où on s'est retrouvé sans masque, on n'a toujours pas de tests, il n'y a toujours pas d'application numérique. On a des tests, quand même. Oui, il y a pas l'objectif n'est pas atteint. Les 700 000, on est à 350 000 par semaine. Le gouvernement n'est pas pour l'instant respecté. Par rapport à l'Allemagne, on est quand même dans un rapport de 1 à 4 ou de 1 à... Enfin, c'est quand même assez surprenant, surtout dans un pays qui croyait avoir un des meilleurs systèmes de santé du monde. On avait donc 56% du PIB de dépenses publiques. Et donc, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que la faillite sanitaire de l'État, elle est avérée. Mais qu'en même temps, on investissait 11,8% du PIB dans la santé. Donc, il faut qu'on réfléchisse. Je suis d'accord avec vous. Évidemment, il y a un problème de réinvestissement dans la santé. Mais il faut quand même regarder où on mettait l'argent. Est-ce que vraiment on avait besoin, ce qu'on a vu avec la bureaucratie des ARS, est-ce qu'on a... En même temps, dans ce système hospitalier, il y a la moitié des gens qui ne sont pas des soignants. Donc, il y a aussi des problèmes d'organisation qui sont criants. Donc, c'est pour ça que je crois qu'il faut essayer de réfléchir intelligemment. Mais, si vous voulez, ce n'est pas seulement un problème de moyens. Il y a un problème de moyens. Par exemple, il est clair qu'on a un sous-équipement hospitalier. En France, il y a, là encore, sur les scanners, il y a un rapport de 1 à 4 ou 1 à 5 avec l'Allemagne. Donc, on a un problème de sous-équipement, ce qu'on a vu aussi sur les lits de réanimation. Il faut simplement voir ces problèmes sans idéologie, mais ça ne se résume pas à un problème de moyens. On ne peut pas dire que le secteur public soit sous-financé en France. Quand on regarde les chiffres macroéconomiques, c'est nous qui avons le plus important financement du secteur public dans tout le monde occidentale et dans toutes les démocraties. Même l'Europe du Nord est passée en dessous. Donc, il va falloir... C'est pour ça que je dis qu'on est en 45. Mais il faut être clair, c'est l'esprit de 45 qui est important, c'est-à-dire qu'il faut chercher des solutions ensemble. Mais on ne va pas appliquer les solutions de 1945 à 2020. Ça, c'est de la folie furieuse. On n'est plus du tout dans le monde de 1945. Mais l'esprit de 45, celui-là, il a toute sa place. Vous parlez de la suradministration à l'hôpital. Quelles leçons seront vraiment tirées de cette crise ? On a bien quelques pistes envisagées pour le plan Véran, le Ségur de la santé qui va être mis en place. L'une des pistes, c'est peut-être la remise en cause des 35 heures à l'hôpital. Si des salariés de l'hôpital souhaitent travailler davantage et augmenter leur rémunération, dit le ministre de la Santé, il faut que ce soit possible, c'est dans les colonnes du journal du dimanche, régler des hausses de salaire par une hausse du temps de travail ou par une plus grande liberté du temps de travail. C'est recevable ? Non, j'imagine que non. C'est assez sidérant parce qu'on a tous, on connaît la situation, y compris Madame Crozier qui était là avant, a dit des choses de manière limpide. Tous les infirmiers, tous ceux qui travaillent à l'hôpital font plus de 35 heures. Personne ne fait 35 heures. 40, 50, je connais même quelqu'un qui fait 60 heures. Et actuellement, tout le monde s'est donné sans compter. Donc personne, comment dirais-je, ne fait 35 heures. Actuellement, les salaires à 35 heures sont trop bas. Et qu'est-ce qu'il nous dit le ministre ? Il faudrait, alors toujours avec cette novlangue, assouplir. J'attire l'attention sur qu'est-ce que ça veut dire que le taux de déclenchement de ce qui est payé une heure supplémentaire ne sera plus à 35 heures, mais passerait peut-être à 39 heures. C'est-à-dire, en fait, payer moins les heures qui sont faites au-dessus de 35 heures. Tout ça est ridicule. Attendez, par rapport au pays de l'OCDE, on est, je crois, en 28e position. Nous payons mal nos infirmières. Payons-les
enfin nos infirmières et nos infirmiers, parce qu'il y a aussi des hommes, payons-les correctement. Si la solution, c'est le monde d'avant, alors là, M. Baverez, il va adorer, parce que lui, il s'est fait connaître comme étant un rude adversaire des 35 heures, avec des formules qui vont toujours abuser. Pardon de les dire, à l'époque, vous disiez en 2003 que ça allait augmenter l'alcoolisme et la violence conjugale. Non, j'ai jamais dit ça, c'est une fake news. Sur France Culture, c'est pas vrai? Non, mais je vous confirme. Bon, alors, voyez, c'est l'occasion. Enfin, vous étiez quand même... Vous devriez faire attention à ne pas diffuser... Ça n'a jamais été dit sur France Culture en 2003? Ah non. D'accord. Mais autant pour moi, mais vous êtes quand même un adversaire rude des 35 heures. Je pense qu'effectivement, les 35 heures ont fait partie. D'ailleurs, on le voit extrêmement bien avec la différence, par exemple, avec l'Allemagne. Donc, on a quelques mesures clés qui expliquent le décrochage de la France. Les 35 heures ne sont pas les seules, et il faut être clair. Autant je pense que de fait cette mesure est critiquable, mais l'idée de mettre toute la charge ou d'expliquer tous les problèmes de la France par les 35 heures, ça ne tient pas. Il y a bien d'autres. On est d'accord là-dessus. Il y a bien d'autres raisons. Mais il faut aller vers la fin des 35 heures à l'hôpital, selon vous? Écoutez, l'histoire de la fin des 35 heures, là encore, une des démonstrations quand même de cette crise, c'est que tout ce qui était ces grandes mesures centralisées, autoritaires, jacobines, c'est quand même une des explications des difficultés que nous avons rencontrées. Donc l'idée de dire il faut sortir des 35 heures pour tout le monde, je ne suis pas certain. Ce qui est vrai en revanche, c'est que là aussi, il va falloir regarder les choses précisément, parce que vous avez raison. Mais à l'hôpital, ils ne sont pas à 35 heures, on est vous avez d'accord. raison, à l'hôpital, il y a beaucoup de gens. Et il y a une catégorie dont personne ne parle jamais, et que je voudrais quand même appeler l'attention sur, ce sont les internes. Les internes, ils ne font pas 60 heures, il y en a beaucoup qui font 100 heures et plus. Ils ne sont pas payés, pour les gardes, ils sont payés quelques euros. Ouais. Ils font plus de 100 heures par semaine, ils ont été extrêmement mobilisés. Il n'y a évidemment aucun paiement d'heures supplémentaires. Ils sont extrêmement maltraités par l'administration. Assez souvent, ils n'ont même pas de quoi, ils font 36 heures d'affilée, ils n'ont même pas de quoi se nourrir, parce que les trucs... Donc, c'est là où je voudrais qu'on remette les choses à plat. Et c'est vrai qu'il faut vraiment réfléchir, parce qu'il y a ce problème de l'hôpital, il y a aussi quand même le problème de l'articulation avec le privé, avec ce qu'on a vu d'extravagant dans le Grand Est, des gens qui étaient tellement idéologues qu'ils ont préféré envoyer des malades en Allemagne ou dans le sud de la France, plutôt que de les envoyer dans les cliniques qui étaient à côté, qui étaient vides, qui avaient préparé des lits de réanimation. C'est important ce qu'il dit là. Ou encore l'articulation avec la médecine de ville. On a très bien vu que dans l'engorgement des urgences, qui était un problème majeur avant, les urgences étaient engorgées parce qu'on a complètement détruit la médecine de ville et qu'il n'y avait pas d'articulation. Il a fallu que ce soit le secteur privé qui dise nous, sollicitez-nous, réquisitionnez-nous. Ouais, absolument. Et c'est un problème, qu'aujourd'hui le privé a souvent les activités qui rapportent le plus d'argent dans les soins, et on laisse à l'hôpital public tout ce qui coûte cher et qui rapporte peu. Donc cette concurrence, elle est terrible. Moi, c'est pas qu'idéologiquement je suis contre le privé, mais si vous avez tout ce qui rapporte en termes de soins, là on a un problème. Donc il faut repenser tout ça. Et vous avez raison, c'est incroyable. Et là, Jean-Luc Mélenchon a été le premier à le dire lorsque le Premier ministre nous avait rencontrés. Il avait dit, est-ce que le secteur privé va être réquisitionné? Édouard Philippe qui avait dit les yeux dans les yeux, oui. Et ça n'a pas été fait. Il a fallu que le Premier ministre réquisitionnez-nous. Incroyable. Il faut repenser tout ça. On le note. Il faut repenser tout ça, Alexis Corbière. Moi, je note deux choses en particulier. D'abord, si chacun profite de cette crise historique pour dire qu'il avait eu raison avant tout le monde et en sortant les mêmes recettes, on ne va pas s'en sortir. Ce qui est passionnant dans ce que vous dites, c'est que précisément, il faut penser autrement. Et donc, penser autrement, est-ce que ça consiste à ressortir la lutte sur l'ISF, par exemple, ou les 35 heures, où chaque position reste à peu près la même de chaque côté? On ne va pas avancer. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de repenser l'organisation de l'hôpital sans avoir des œillères idéologiques. Il faut désidéologiser les solutions qu'on va devoir penser autrement. C'est sans doute ce qu'il y a le plus difficile dans l'existence, à titre privé ou professionnel, se remettre en cause dans ses convictions les plus profondes. C'est un effort considérable pour chaque individu. À l'échelle d'un pays, encore plus. Mais on ne va pas s'en sortir autrement, Alexis Corbière. Et si à chaque fois vous dites on avait raison, et Jean-Luc Mélenchon l'avait dit avant tout le monde, je ne suis pas sûre que ce soit à la hauteur de la situation. Mais chère Elisabeth Martichoux, si votre réponse est de dire... Il y a un téléphone qui vibre. Alexis Corbière, pardon, il y a un téléphone qui vibre. Si vous pouviez les mettre sur mode avion, voilà, ça évitera aux téléspectateurs d'être... Je suis en mode avion. Abasourdis par des parasites sonores. Allez-y, je vous en prie. Ce que vous dites est vrai globalement, mais si à l'inverse, c'est un prétexte pour dire « Ah non, vous n'allez pas nous embarrasser à nouveau ». Ça s'applique à tout le monde, ça s'applique à tout le monde. Oui, mais enfin bon, moi je ne dirige pas le pays, je respecte le... si à l'inverse, on est, vous n'allez quand même pas rétablir l'ISF. Moi, le problème de l'ISF, c'est quoi? C'est uniquement, moi je suis républicain. Je suis pour l'impôt, pas la charité. Je vais vous dire une chose. En Seine-Saint-Denis, actuellement, il y a un nombre d'associations, secours populaire, etc. On bosse
sur le terrain, c'est du caritatif, j'y participe, mais franchement, ça fait peine au cœur de se dire que c'est pas... parce que je vais voir le gars d'Auchan qui est super derrière, vous voyez, je critique la famille Mullier, mais qui nous donne au secours populaire, et je l'en remercie, mais ça fait mal au cœur de dire... Donc, l'impôt, c'est bien. L'impôt, à un moment donné, consiste à... Il y a des gens dans ce pays qui ont des fortunes très importantes, il faut les solliciter davantage. Mais l'impôt, oui. Bon, mais alors, on peut rediscuter de ça. Mais on parle Nicolas de ça. Bafrez, Ça fait 3 milliards on a de plus. tort de ressortir ces totems fin des 35 heures autour de l'ISF. On a tort d'en repasser par là. Si vous voulez, si on se concentre uniquement sur les totems, évidemment, chacun est libre de défendre les solutions. Ce qui est quand même très important, c'est de regarder ce qui s'est passé. Parce que, si vous voulez, en 2008, qu'est-ce qu'on a fait en France ? Il y a eu 2 erreurs énormes. Bon, en France, on a augmenté les dépenses, relancé la dette, et on a augmenté massivement les impôts. Bon, qu'est-ce que ça a fait ? Ça fait que tout le reste du monde redémarre en 2009. Nous, on attend 2015. On attend 2015 aussi. Il n'y a pas que les impôts en France. C'est que par ailleurs, en Europe, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait de l'austérité budgétaire d'un côté. Et par ailleurs, la Banque centrale, sous la direction d'un Français, M. Trichet, augmente ses taux en 2008 et ensuite en 2011. Donc, quand on met tout ça, qu'est-ce qu'on a ? On arrive à quoi ? L'économie mondiale a redémarré à partir de 2009 et en Europe, ça a commencé à s'améliorer difficilement à partir de 2015. On a perdu 6 ans. Donc, si on refait ça cette fois-ci, donc c'est pour ça qu'il faut tenir compte quand même de nos erreurs du passé. Donc, il faut en tenir compte. La baisse des dépenses publiques était une erreur à certains égards. Il faut en tenir compte en France et il faut en tenir compte en Europe. Mais là encore, sur les dépenses publiques, essayons de ne pas raisonner de manière... C'est-à-dire qu'il y a un problème de niveau, mais il y a un problème surtout d'affectation. Comment est-ce que j'explique comment est-ce qu'on peut mettre 56% du PIB de dépenses publiques et avoir une nation qui n'est absolument pas résiliente ? On s'en est aperçu. Donc, comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce qu'on a désarmé l'État régalien ? Comment est-ce que ça se fait que la justice, ça c'est quand même un truc incroyable, c'est un pays, c'est des libertés publiques. Pourquoi est-ce qu'on a une justice qui a été suspendue, vous avez une réponse ? arrêtée pendant 2 mois. Pourquoi est-ce qu'on a des magistrats qui n'avaient même pas de moyens de... Parce que, franchement, le droit, c'est quelque chose qui se prête au télétravail. On est tous d'accord. Comment est-ce qu'on peut se retrouver avec une justice civile, avec tout ce suspendu pendant 2 mois, parce que les gens n'ont pas d'ordinateur, parce que le système informatique de la justice est complètement... Mais quand les juges sont dans la rue, les infirmières sont dans la rue, les policiers sont dans la rue pour qu'on les paye, vous les aidez pas. Je vous ai toujours, avec tout le respect que je vous dois, je vous ai toujours entendu comme un bon ferrailleur de ceux qui disent il y en a marre des dépenses, il y a trop de fonctionnaires dans ce pays, trop d'argent pour le service public. J'ai jamais dit qu'il fallait pas d'État. Si vous voulez, les libéraux sont des gens qui ont toujours reconnu que le marché, ça se régule. Il faut un État, mais il faut un État qui marche. Quand la justice est suspendue pendant 2 mois, je suis désolé, allez ça faire ne un marche tour pas. dans un tribunal, vous verrez les conditions dans lesquelles ils travaillent. Moi, je suis dans la Seine-Saint-Denis, on a quasiment plus assez de juges. Il n'y avait pas d'ordinateur. Ne serait-ce que pour un divorce, ça prend 3 fois plus de temps qu'à Paris. On a des gamins dont les juges, la PJJ nous dit il faut sortir les gamins des familles. On n'a pas la capacité de le faire. Voilà, c'est ça la réalité de la justice dans notre pays. Je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que la justice est un exemple de département qui est à la fois d'action de l'État très importante pour les libertés publiques et pour la démocratie, qui est sous-financé de manière structurelle et sous-équipé. Nicolas Mais Bafrez. l'argent, ça veut dire que ces fameux 50, on les a mis ailleurs. Nicolas Bafrez, Emmanuel Macron face à la colère sociale. On s'interroge, la colère des soignants et celle de Français qui vont se retrouver dans ce choc de la récession. Peuvent-elles s'agréger, ces colères-là de soignants et bien au-delà de Français modestes peuvent-elles s'agréger ? Alors Alexis Corbière est plus compétent que moi parce que ça c'est vraiment de la politique et puis j'allais dire l'agrégation ou la convergence des luttes, c'est quand même ce que je voudrais simplement Vous avez dire. bien un avis sur la question ? Non, ce que je voudrais dire de manière plus sérieuse, Ouais. c'est que c'est là où il va falloir faire très attention. C'est que du côté des entreprises, on a des commerçants, des artisans, on a des gens qui vont quand même perdre le travail d'une vie là-dedans. Et qui sont pas c'était des entreprises, mais c'est pas des gens qui gagnaient des fortunes. C'est des gens qui ont travaillé extrêmement dur souvent. Et ils vont tout perdre simplement parce que l'État n'a pas su préparer la nation à cette épidémie. Donc, on va avoir beaucoup de faillites d'entreprises, on va avoir des salariés dans des positions difficiles, on va avoir des plans sociaux massifs, et puis on va avoir
dans tout ce tissu de PME, d'artisans et de commerçants, des gens qui vont perdre le travail d'une vie. Donc, il est certain que ça va être un choc extrêmement considérable et qui va toucher des secteurs de notre société beaucoup plus divers que ce qu'on disait. On parlait tout à l'heure de justice, par exemple sur les avocats, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais les avocats disent qu'il y aura peut-être un quart des cabinets d'avocats qui vont fermer. C'est quelque chose donc il y a beaucoup de secteurs c'est ce que je disais, on va découvrir au fur et à mesure l'ampleur des dégâts. Et ça va être un choc extrêmement fort, un choc social et évidemment un choc politique. Dont vous allez vous emparer on l'imagine, mais Alexis Corbière? Ça marche pas comme ça. Je veux dire, moi, évidemment que je souhaite que les gens soient mobilisés. Je suis pour que les citoyens soient actifs, vigilants, qu'ils se manifestent, qu'ils fassent entendre leurs revendications. Il n'y a rien de plus beau qu'une société démocratique où les gens sont actifs. Bon, ceci dit, je ne sais pas ce qui va avoir lieu. Je ne vais pas faire le malin, j'en sais rien. Ça se trouve, ce que décrit Nicolas Bavrez, qui sur certains aspects, je pense, hélas, risque d'être une réalité, va peser sur la conscience des gens, va amener une résignation totale, une colère qui prend une forme sournoise, pourquoi pas ici ou là, de gens qui s'engueulent entre eux dans un même département, parce que pourquoi pas, en plus, on va faire reprocher aux encore plus pauvres. Tout ça est possible. Donc il faut que nous, ceux qui aiment la politique, offrent quelque chose de positif. Bon, ce que j'observe, moi, comme vous, parce qu'on est déjà invité, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, on parlait des infirmières tout à l'heure, des policiers qui revendiquent leurs millions d'heures supplémentaires non payées avant, tout ça, avant même le mouvement Covid, enfin, du moins, c'est ce que nous venons de traverser, existe et il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Et même, je vous ai décrit ce qui se passe chez moi, dans ma banlieue, une pauvreté qui a l'air de s'enraciner. Quand nous, on fait nos collectes et qu'après, on distribue nos colis, qu'on en est maintenant à 500 familles qui débarquent, là où on fait nos trucs, qui a augmenté. Et tous les acteurs, les Restos du Cœur, Secours Populaire, alors, c'est quand même inquiétant. On sent qu'il y a quelque chose. Le préfet lui-même a dit, attention, en Seine-Saint-Denis, aux émeutes de la faim possible. Il exagérait un peu, mais enfin, c'est le préfet qui le dit. Alors, pour aller par la suite, n'ayez pas une vision seulement, Corbière, les gens qui manifestent, mais ce que dit Nicolas Bavrez, je le partage, des petites entreprises pris à la gorge. Moi, le nombre de commerçants avec qui je discute ne savent pas leur avenir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, moi, je propose le plafonnement des frais bancaires. Je suis porteur d'un projet de loi. On va encore en parler prochainement à l'occasion de ce qu'on appelle notre niche parlementaire. Est-ce qu'on ne peut pas être d'accord là-dessus? Moi, beaucoup de gens me racontent qu'en raison de la situation difficile, et pas seulement des gens comme vous et moi, si je puis dire, mais aussi des commerçants, les banques, elles continuent à prélever des frais bancaires. Et il y a des associations type UFC Que Choisir qui estiment à ce que chaque année, les banques, avant le Covid, prélevaient 7 milliards sur les clients de frais bancaires. Un frais bancaire, c'est quoi? C'est quand la banque vous écrit pour vous dire que vous avez un petit découvert, elle facture 12,50 € pour vous, par exemple. Quelque chose qui est estimé à même pas 1 € selon l'employé de banque. Est-ce qu'on ne peut pas plafonner? Et y compris, moi, je propose de plafonner pas seulement pour les gens individuels, mais aussi pour les entreprises, les petites entreprises, TPE, PME. Vous voyez, proposition politique. Est-ce que le gouvernement va le faire, ça? On va en parler le 4 juin, à l'initiative de la France Insoumise. Parce qu'il ne faut pas seulement dire qu'il va y avoir des problèmes, ça va exploser socialement. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je pense que franchement, les banques, actuellement, elles peuvent au moins arrêter de prélever sur le dos des difficultés des gens, des frais bancaires qui sont les conséquences d'une situation que les gens n'ont pas voulu. On parle des petites entreprises qui sont évidemment menacées de faillite. Emmanuel Macron, en promettant une revalorisation des rémunérations des soignants, ne met-il pas en route une mécanique de revendication sociale très forte? Je m'explique. Les enseignants peuvent aujourd'hui se dire, attendez, on nous a expliqué que les caisses étaient vides depuis des années, manifestement il y a de l'argent. Eh bien, il y en a, eh bien, nous aussi, on va la demander. Est-ce que ça ne nourrit pas aussi cette mécanique de revendication sociale très forte? Ce qui est vrai, c'est que, comme je disais, cette crise, elle est terrible et évidemment, ça crée des tensions qui sont très fortes. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir une formidable demande de protection et d'État. Et à la réalité en face, c'est qu'on a un État qui va se retrouver avec une dette publique de 120 ou 125% du PIB et dont les marges de manœuvre seront limitées. Donc, je crois qu'il va y avoir une désillusion terrible autour du quoi qu'il en coûte. Parce que le quoi qu'il en coûte, il y a ce moment où on a pu croire que l'argent public était gratuit et illimité, et l'argent public n'est pas gratuit et illimité. Le 12 mars, Emmanuel Macron disait « quoi qu'il en coûte », mais hier, il a dit « le quoi qu'il en coûte prononcé un soir de mars ne peut pas durer perpétuellement ». Donc la petite musique change un peu déjà. Ce que dit Bavrez, qui est intéressant, c'est la question de la dette. Il faut qu'on discute sérieusement de cette affaire.
On ne peut pas dire il faut relancer l'activité économique, il faut qu'on planifie quels sont les secteurs économiques sur lesquels on veut réorienter les choses. Moi, je ne suis pas pour qu'on produise. La crise écologique, elle est toujours là. Donc, il faut qu'on ait une réflexion aussi sur comment on produit, qu'est-ce qu'on produit. Moi, je veux relocaliser l'économie, avoir un tissu industriel réel et sérieux, pas imaginer qu'on va déménager en permanence la planète. Il faut repenser tout ça. Mais on ne va pas asphyxier immédiatement l'activité économique sur le fait qu'on s'est endetté. Donc, comment on fait vis-à-vis de ça? Nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait le principe d'une dette perpétuelle qui soit mis en place. C'est-à-dire qu'il y a un jeu d'écriture qui finalement est assez classique, qui ira dans les caisses de la Banque Centrale Européenne, qui consiste à dire, bon, vous avez une dette, en réalité, elle est effacée, elle est perpétuelle, vous la rembourserez, et puis le temps fait pour les économistes, on sait ça, l'inflation fera que progressivement, nous n'aurons pas à payer. Je veux dire par là que ça fait déjà, c'est quoi, vous me corrigerez, 18% à peu près de la dette, elle est aujourd'hui, elle pourrait être réglée comme cela, et qu'on puisse se retrouver en situation de ne pas être asphyxié immédiatement sur le plan économique. Parce que sinon, c'est pourquoi, y compris les banques, je les sollicite, il faut qu'elles jouent le jeu, qu'elles aident nos chefs d'entreprise à avancer. Alors, très vite, d'abord, juste un mot sur les banques. Il se trouve que les banques étaient vraiment à l'origine du problème en 2008. Oui. Les banques, là, elles ont plutôt été du côté des solutions que des problèmes. Le système des paiements a tenu. Sur la dette, vous avez raison, on peut très bien, par exemple, aujourd'hui, c'est rationnel de s'endetter à très long terme. Et ce qui est vrai, c'est que la dette peut être soutenable. Et là, ça nous ramène quand même en 45 à une condition, c'est qu'on ramène de la croissance. Et pour ramener de la croissance, il faut ramener de la production. Donc moi, je suis d'accord avec... ça fait très longtemps que je dis que la désindustrialisation de la France est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que l'industrie permet de servir des hauts revenus, parce que ça permet de... d'accord sur tout, finalement. Presque. Ça permet d'exporter, ça permet de rechercher. Simplement, il faut qu'on ait les conditions pour ramener de l'activité industrielle en France. Et pour l'instant, ça veut dire qu'on travaille. Et si on a de la production, elle sert évidemment à distribuer des revenus, elle peut servir aussi à rembourser la dette. Dans ce contexte, le mouvement des Gilets jaunes peut-il repartir? Ce sont aussi des Gilets jaunes, caissières, éboueurs, routiers qui étaient en deuxième ligne ces dernières semaines. Ils restent évidemment taraudés par l'inquiétude économique et sociale, les fins de mois difficiles. On voit les rassemblements qui ont eu lieu samedi. Cette colère sociale jaune peut-elle se rallumer? Certains ont bravé l'interdiction des rassemblements. 300 personnes à Montpellier, à Lyon, 130 à Saint-Nazaire, une cinquantaine à Bordeaux. Cette colère sociale peut-elle se rallumer? Je vous l'ai dit tout à l'heure, les conditions sont là. Maintenant, quand on connaît la politique, vous êtes une observatrice fine, vous savez comme moi qu'il y a des moments où on se dit il n'y a aucune raison que ça parte, que ça mobilise, et puis il y a des protestations, et puis il y a des moments où on se dit toutes les conditions sont là et ça n'a pas lieu. Moi, ce que je sais, c'est que tout ce qui avait amené à ce qu'il y ait cette colère qu'on a vue, qui se traduisait par des forts rassemblements souvent en province, dans ces villes qui sont ces villes périphériques où il n'y a plus rien, qu'on a vu pendant le mouvement des Gilets jaunes, c'est encore là. Tout ce sentiment que ceux qui sont en deuxième ligne, vous les avez évoqués, sont ceux qui habitent souvent le plus loin des centres urbains, sont obligés de prendre des transports, donc sont en plus dans la double peine par rapport à ce déconfinement, c'est encore là. Alors, qu'est-ce que c'est qui va être l'élément de cristallisation? Je n'en sais rien. Comme maintenant on rentre dans une séquence qui est très politique, parce qu'on a bien compris que l'élection présidentielle, elle se rapproche, c'est possible que le débouché politique de ça, ce soit dans 2 ans à l'occasion de l'élection présidentielle, mais c'est possible qu'avant, il y ait des mobilisations et des protestations. Moi, j'en sais rien. Ce que je dis par contre aux gens, c'est vous avez raison de vous faire entendre, vous avez raison de dire, voilà, et que vous soyez policier, enseignant, infirmière, etc., et même chef d'entreprise, petite entreprise, parce que chef d'entreprise, que les choses soient claires, entre les entreprises du CAC 40 qui continuent à verser des dividendes qui, moi, me choquent, et le petit patron de TPE-PME qui vient me voir en me disant, moi, ma banque, elle joue pas le jeu parce que j'aimerais qu'elle me prête de l'argent et elle ne le fait pas, c'est pas la même chose. Donc tout ça, ça mérite à ce que ensemble, on bâtisse un projet qui, évidemment, est différent avec les choix politiques qui ont été faits par Emmanuel Macron depuis 2017. Mais ce qui est vrai, c'est que la France a une caractéristique, c'est qu'elle est rentrée très affaiblie dans cette terrible crise du coronavirus. On a eu 2 crises sociales majeures, les Gilets jaunes et le mouvement de grève contre les retraites. Et par ailleurs, on est entré dans cette période avec un déficit qui était de 3% du PIB, une dette qui était déjà à 100% du PIB, et des secteurs qui avaient déjà été très touchés. Par exemple, si on prend l'hôtellerie-restauration, il y a eu les attentats de 2015, il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu les grèves. Quoi qu'on pense de ces mouvements, ce qui est certain, c'est qu'il y avait déjà un effet très important sur ces secteurs-là. Donc, c'est là où... c'est pour ça que c'est vrai qu'il faut donner de l'espoir.
Et pour donner de l'espoir, il faut vraiment arriver à essayer de trouver un... C'est compliqué quand on vous entend, parce que tout à l'heure, vous avez donné un calendrier de la résorption de la crise qui pouvait aller jusqu'à 2025. Mais ce qu'on peut dire quand même... Mais il faut partir de la vérité. C'est pas en cachant... C'est pas en cachant... Je pense que c'est aussi pour ça qu'éventuellement Macron, qui avait taclé son Premier ministre, qui avait parlé de risque d'écroulement hier, a dit on va souffrir peut-être. Mais les Français aujourd'hui ont plus peur du Covid que du chômage. C'est dans les sondages. Ils n'ont pas mesuré, semble-t-il, parce que peut-être que c'est difficile de penser l'impensable. Le mur du chômage qui va nous arriver dessus va être monstrueux, avec son lot de faillites, etc. Et vous disiez tout à l'heure, peut-être jusqu'en 2025, on va peser. D'ailleurs, peut-être que la dette effacée pèsera aussi, parce que c'est compliqué de penser que quand on met une dette dans une banque centrale européenne, ça ne pèse pas sur la capacité d'un pays à réagir économiquement, à lever des fonds, etc. Bon, ça c'est un débat qu'on peut avoir. Mais il n'y a pas d'effacement de la dette. Si elle est perpétuelle... Non, mais pour l'instant, elle ne l'est pas. Non, mais si on adopte la solution de la dette perpétuelle que Jean-Luc Mélenchon avait effectivement très tôt pesé, peut-être que ça peut aussi à terme nous appauvrir aussi. Mais en tout cas, à la question est-ce que la crise sociale va exploser en France, je pense que personne ne le sait. Non. On voit bien que la colère est intacte. La façon dont les infirmières parlent au président après avoir fourni tellement d'efforts, ce sera la même chose chez les caissières. La colère, elle est intacte et la situation économique va être dramatique. Donc on peut mais une question pas prédire. Les deux, voilà. Est-ce que vous croyez justement que dans ce climat de crise et face à la défiance qui le frappe personnellement, est-ce qu'il peut se réinventer, être crédible dans cette réinvention sans se renier? Non, mais ce que je veux dire, dans les facteurs de fragilité, c'est certain qu'un des autres éléments, c'est que quand on regarde les études d'opinion, la France est le pays où les citoyens ont le plus de défiance envers leurs dirigeants. Et sont les plus durs. Non, en l'occurrence, il y a quand même des éléments objectifs. Alors, il y en a qui ont fait pire, on est bien d'accord, quand on prend les populistes, Trump, Boris Johnson, Bolsonaro au Brésil, il y a des pays qui ont fait pire. Mais il n'empêche que la France est vraiment pas dans le peloton des gens qui ont bien géré ce choc. Donc, on avait déjà un énorme passif, et donc la question se pose. Ce qui est sûr, c'est que il reste 2 ans au président de la République pour savoir ce qu'il va vouloir faire de son quinquennat avant la prochaine échéance. 2 toutes petites années. 2 toutes petites années. Et ce qui est vrai, c'est que s'il doit faire cet aggiornamento, il faut le faire très vite, parce que le temps va être compté. Mais la défiance fait partie du passif pour la reprise et pour la reconstruction du pays. La défiance qui fait partie effectivement du rapport des Français aux dirigeants et aux hommes et femmes politiques, parce que la défiance, elle est aussi à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen, elle est générale. Bien sûr. Mais je voulais rappeler, pour répondre à cette grande question que pose Nicolas Namac, que les comptes 2017, n'oublions pas ça. Là encore, souvent, c'est pas que je critique Emmanuel Macron, mais rappelons-nous quand même ce premier tour, 4 candidats, même si Emmanuel Macron arrive en premier, autour de 20%. Non, mais c'est important. Et élu dans un rejet de Madame Le Pen. Il n'a jamais eu, Emmanuel Macron, véritablement, je pense, une adhésion majoritaire. Et il a été celui qui a incarné ce que j'appelais, je n'étais pas le seul, ce dégagisme à l'époque. Il y avait toutes les promesses en lui. Enfin, on se rajeunissait. Enfin, plein de choses qui étaient très vagues. Et il se retrouve après à mettre en application un programme qui, selon moi, n'était pas ce que ce pays, qui est une mer turbulente depuis un sacré moment, qui a créé les conditions de François Hollande, quand même, pour la première fois dans l'histoire de la 5e, ne s'est même pas senti en condition de revenir devant les électeurs, ce qui n'était jamais vu. Ça montrait bien, la loi El Khomri, le pays avait bougé. Donc il se retrouve finalement dans le même constat. Moi, je ne crois pas, n'en déplaise à Nicolas Revès, que notre pays... Il n'aime pas le libéralisme de notre pays. Il a la passion de l'égalité, est-ce qu'Emmanuel de la Macron peut justice se réinventer sociale. C'était la question de Nicolas. Je crois. Après, il y a l'art de la politique. Est-ce que, dans un coup de communication magique, il arrive à apparaître comme un personnage nouveau ? Ça, il est habile intellectuellement, je ne lui fais pas de reproche. S'il a eu à faire ce coup-là, on verra. Moi, je n'y crois pas. Je pense que maintenant, son affaire, elle est scellée du point de vue de... Quoi qu'il fasse, même s'il prend des mesures qui iront dans le sens de ce que vous souhaitez. Après, on va voir. Mais je pense qu'on l'a vu, y compris la manière dont il revient aujourd'hui. Il est enfermé dans toute une série de choses. Il mène une politique qui est quand même à sa cohérence, qui vient de se heurter, à la réalité. Ça coûte très cher, la politique d'Emmanuel Macron. Et je termine là-dessus. On nous disait, Mélenchon, les Insoumis, ça coûte très cher. Mais ce qui coûte très cher, c'est lui. Si vous affaiblissez le service public, si vous ne payez pas les gens, etc., tout ça explose.
Bon, la stabilité, c'est ceux qui, comme moi, pensent qu'il faut penser les choses autrement, plutôt que ceux qui veulent continuer à maintenir le président d'un pays qui décroche plus que nos voisins. Regardez juste le PIB, puisque vous en parlez souvent, Nicolas Bavrez. La chute du PIB en France, elle est de moins 5,8, en Espagne, moins 5,2, en Italie, moins 4,7, en Allemagne, moins 2. Pourquoi la France décroche plus que les autres ? Ça, c'est pour le premier trimestre. Alors, d'abord, il faut quand même être très prudent parce que les statistiques économiques, notamment trimestrielles, sont fragiles et elles sont plutôt bien faites en France. Donc, peut-être est-ce qu'il y a un effet d'amplification. Mais pourquoi est-ce qu'on est plus touché ? Pour deux raisons. D'abord, le confinement a été extrêmement strict. Ensuite, quand on regarde, par exemple, l'industrie, la capacité, l'industrie n'a tourné qu'à 67% en France, alors qu'elle a tourné à 77% au Royaume-Uni et 81% en Allemagne. Et puis, il faut voir que dans notre structure de production, on est très vulnérable parce qu'on a des points forts qui sont directement touchés. L'aéronautique à l'arrêt, l'automobile à l'arrêt, et puis bien sûr, ce que vous venez de rappeler, tout ce qui était le tourisme qui fait 8% du PIB. Et grosso modo, par ailleurs, si vous voulez, notre problème, c'est que la France est une économie de services et de consommation. Mais par donc, quand on met les services et la consommation à l'arrêt, évidemment, on souffre plus que les autres. Mais par rapport à l'Italie, qui a confiné encore plus durement que nous, c'est parce qu'ils ont moins d'industrie, par exemple aéronautique, qu'ils s'en sortent mieux. Parce qu'ils ont un peu d'automobile, bon, pas autant que nous, mais un peu. Alors, comme je vous disais, très franchement, je n'ai pas d'explication à tout. Ouais. C'est vrai que l'écart avec l'Italie paraît très, très important. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une partie de l'Italie, bon, il y a la partie agricole qui a continué à bien fonctionner, et il y a une partie quand même sur l'industrie. L'industrie italienne a fonctionné plus que l'industrie française. Donc, on a, même si le confinement a été strict, la partie industrielle a tourné davantage. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça montre une chose, au-delà du problème des statistiques, hein, c'est que la France fait vraiment partie des pays les plus touchés. Et que donc notre problème majeur, c'est un problème aujourd'hui de production, de remettre en marche. Il va de soi que rien ne serait pire que d'avoir une deuxième vague. Donc il faut remettre en marche avec des conditions sanitaires qui fonctionnent. Parce que c'est la dernière chose, si vous me permettez. Quand on regarde l'OMS nous dit que même avec un vaccin ou un traitement, dans 5 ans, il faudra au moins 5 ans pour prendre le contrôle. Donc là aussi, je reviens au long terme. Il faut quand même qu'on intègre tous qu'il va y avoir de nouveaux modes de production, de consommation, de vie qui vont être beaucoup plus durables que simplement la sortie de cette terrible période de confinement. Des questions sur lesquelles reviendra évidemment Pascal Perry, notre cher Pascal Perry. Son émission Périscope revient cet après-midi à partir de 16h. Voilà, vous le retrouverez. J'aimerais vous interroger encore dans ce climat de défiance, sur un message qui fait le tour des réseaux sociaux en ce moment et qui a de quoi interpeller, apparu aux États-Unis pour se moquer des stars confinées. Le hashtag Guillotine 2020 prend une tournure plus politique en France. Alors l'idée est de fustiger la déconnexion des élites et le confinement des célébrités qui prenaient la parole pendant le confinement donné aux associations, restez chez vous, qui apparaissaient comme des donneurs de leçons. Ça a donné lieu à des réactions très très vives avec ce hashtag Guillotine 2020 et des commentaires du genre voilà. Vous êtes chez vous, ne donnez pas des leçons, de toute façon, vous avez tout. Donc, voilà, avec ce hashtag, donc, Alexis Corbière, en disciple de Robespierre, c'était le titre de votre livre, de votre dernier livre, que vous inspire cette résurgence numérique de l'inconscient sans culotte? Vous dites, bon, moi, je suis un passionné républicain et jacobin, défenseur de ceux qui avaient la passion de l'égalité. Premièrement, moi je suis pour l'abolition de la peine de mort. Donc il va de soi que je ne suis pas pour rétablir la guillotine. Maintenant, s'il s'agit, j'ai pas suivi, mais de considérer qu'il y a une colère et on reprend un symbole historique qui a marqué, au détriment de plusieurs personnes, mais aussi du personnage de Louis XVI, une rupture avec l'ancien régime, et que c'est ça que ça veut dire, c'est la même discussion qu'on a tout à l'heure. C'est-à-dire que dans ce pays, y compris même sur la planète, monte une volonté de dire on n'en peut plus, quoi. Il y a trop d'injustice, trop d'inégalités, ne perdons pas ça de vue, et il y a une volonté de renouer le fil de l'histoire des combats pour l'émancipation, et ça a pris la forme en France d'une révolution vue par le monde entier, d'une rupture avec l'ancien régime qui passait par cette sinistre machine qu'est la guillotine. Bon, moi après je suis un abolitionniste
forcenés. Et je tiens à rappeler que l'Ancien Régime, lui, torturait et massacrait, et que la guillotine, instrument de mort, était finalement pas plus barbare que ce que faisait l'Ancien Régime. En 2020, cette résurgence dont je vous parlais, numérique, de cet esprit des sans-culottes aujourd'hui, une réactivation de la lutte des classes Non, mais il y a un mot qui est devenu en gros mot, c'est révolution. Parce qu'évidemment, on a des images violentes, parce qu'on a l'échec de ce qu'a été la révolution russe qui est devenue la barbarie stalinienne, etc. Mais l'idée qu'il faut une rupture, un changement, un nouveau monde est partagée par les jeunes générations. Moi, j'ai des jeunes ados à la maison de 16-18 ans qui trouvent parfois qu'ils sont en désaccord avec ce que je peux raconter. Mais la jeunesse, elle veut un autre monde. Ils sont très écologistes, ils veulent plus de justice. Et ils disent la même chose que nous, avec d'autres mots. Moi, des fois, j'utilise un vocabulaire, ils ne comprennent pas bien ce que je veux dire, mais globalement, discuter. Et ça, c'est bien. Et je pense que dans le monde entier, les gens se disent, ce monde de tant d'inégalités, alors qu'on produit des richesses, qui massacre la planète, qui crée les conditions parfois, est-ce que même un virus comme ça fiche en l'air la planète, parce que ça nous percute, et d'un seul coup, on est un hôpital public dont on était si fier, qui souffre. Bon, mais ça, les gens veulent que ça change. Et je trouve que c'est formidable. Voilà. Et c'est bien. Et je soutiens ceux qui veulent que ça change. Sans pour autant sans violence, évidemment. À ce hashtag guillotine 2020. Mais je ne sais même pas ce qu'il veut dire. Mais Nicolas Bavrez, sur ce hashtag qui en dit long aussi sur la déconnexion des élites qui, en tout cas, pointent du doigt cette déconnexion. Il y a sûrement effectivement des gens qui auraient dû réfléchir un peu avant de céder au charme des médias. Mais ce qui est très important, c'est que vous voyez dans les cracks de cette période, il y a le crack de la démocratie, surtout en France, où on a créé un nouvel état d'urgence, où on a quand même eu des atteintes aux libertés absolument stupéfiantes. Il y a pratiquement plus le Parlement a été quasiment suspendu. La justice a fermé boutique pendant 2 mois, ce qui est incroyable. Et donc, si vous voulez, je pense qu'il faut remettre en route un débat public. Et le débat public, c'est pas la guillotine. Donc, le fait de cibler des gens avec des symboles comme la guillotine, très franchement, c'est pas ça qui va nous aider à nous reconstruire. Donc, pour ça, c'est la dérive des réseaux sociaux, elle date pas malheureusement de cette épidémie. Donc, qu'il y ait des désaccords, mais c'est heureusement, si vous voulez, s'il y a des gens qui sont pour le pluralisme, le désaccord, ce sont les libéraux précisément. Ils ont sûrement plein de défauts, mais ça, on peut pas leur reprocher. Donc, ayons les désaccords, mettons-les sur la table, débattons, mais c'est pas avec une guillotine qu'on débat. Moi, je suis d'accord avec lui qu'il faut discuter. J'espère que ce qui sortira là, c'est cette idée, et vous l'avez pointé en me le reprochant un peu, mais il faut qu'on rediscute, que personne... voilà, moi je pense que ceux qui dirigeaient, qui étaient pleins de certitudes, il faut qu'ils en rabattent un peu. Moi je suis prêt à mettre en confrontation évidemment ce qu'on propose, mais il faut qu'on discute. Et merci à Nicolas Bavrez de rappeler quand même que le Parlement actuellement est sous basse intensité démocratique, c'est moins qu'on puisse dire. Et ça commence à être choquant parce qu'on nous fait voter des lois d'urgence sur nombre de sujets, c'est par ordonnance, Moi je suis pas d'accord, je suis pas d'accord pour que c'est le gouvernement par ordonnance qui décide de tout. Il faut quand même, déjà que le Parlement n'a pas beaucoup de pouvoir, que ce soit quand même les représentants du peuple à 577 qui puissent discuter et débattre, parce que sinon c'est pas bon cette banalisation de... Merci beaucoup. Merci Alexis Corbière, ça pourrait durer encore des heures. Merci à vous. Merci Nicolas Bavrez d'être venu nous voir ce matin. On parlait du climat social en France, il se tend aussi un peu partout en